Quand la place Jemaa El Fna s'éveille, un des symboles de Marrakech, comme la mosquée de la Koutoubia, c'est toute la ville qui prend vie. La ville ne cesse de se développer. De nouveaux quartiers émergeant continuellement d'un désert toujours très proche. Mais la région de Marrakech recèle une grande variété de paysages où se côtoient zones arides et moyennes montagnes, villages oasis et reliefs tourmentés. Les localités se sont installées au fil de l'eau, s'agrandissant autour d'une médina souvent dominée par une mosquée et parcourue de ruelles ombragées. Certaines cités ont prospéré grâce à des spécialités, quand d'autres se sont développées autour de leur patrimoine architectural. Constituée principalement d'Arabes et de Berbères, la population du Maroc est majoritairement jeune et vit pour les 2/3 dans les grandes villes. La scolarisation est généralisée jusqu'à l'âge de 16 ans, mais l'éloignement des écoles peut poser problème dans le monde rural traditionnel. Ici, l'élevage demeure précaire à cause des conditions climatiques parfois très difficiles. Agriculture d'exportation et agriculture de subsistance cohabitent. Elles nécessitent toutes deux d'importantes quantités d'eau. Les habitants s'installent donc aux abords des rivières pour produire aussi bien des céréales que des agrumes, grande spécialité du Maroc. Le palmier dattier est le symbole de la région et ses fruits sont à déguster sans modération. Les dattes de Skora, elles sont bonnes. Comme les rivières à sec, la pluviométrie variable et le climat radical sont les ennemis des cultivateurs. Et si certains ont la chance de vivre dans des oasis bien alimentées en eau, d'autres doivent attendre la construction d'un barrage pour pouvoir exploiter la terre. L'irrigation permet alors l'exploitation de toutes les variétés de plantes et d'arbres fruitiers. En montagne, les cours d'eau sont alimentés de manière plus régulière. L'industrie représente 1/3 des revenus du pays et concerne de nombreux secteurs d'activité, comme l'exploitation minière. Le réseau routier est d'un très bon niveau et atteint même les sommets, alors que dans le désert, c'est toujours la piste qui prime. Les moyens de transport sont multiples et variés, traditionnels ou modernes. Une scène typique, la paisible charrette de foin se faisant doubler par des 4x4 contemporains. Côté énergie, le solaire est en plein développement, climat oblige, tandis que l'aménagement des infrastructures se poursuit dans les endroits les plus reculés. Même les campagnes bénéficient des télécommunications les plus avancées et dans les villages, le smartphone n'a plus aucun secret pour personne. Les ondes ne semblent pas perturber les cigognes venues d'Europe qui ont pris l'habitude de nicher dans les faux palmiers, des antennes télécom camouflées dans un souci d'esthétique. Le tourisme est l'une des plus importantes sources de revenus de la région de Marrakech. Les hôtels de charme y voisinent avec les palaces internationaux. Le golf est devenu à Marrakech une des principales activités mises à la disposition des visiteurs. De la randonnée en quad à l'expédition à dos de dromadaire, il y en a pour tous les amateurs d'émotions. Une des plus intenses est celle que procure le kitesurf, une des spécialités des Saouira. L'artisanat n'est pas en reste avec des dizaines de produits sortis d'ateliers spécialisés. Ils sont vendus dans les villages ou au cœur même des centres-villes, dans les souks, les marchés. Pleine de charme, la région invite à l'évasion. Et l'aventure peut débuter au départ de Marrakech. Marrakech a été fondée au XIe siècle. La ville a donné son nom au pays, le Maroc. Ancienne cité médiévale, elle est surnommée la ville ocre, en référence aux 19 km de remparts qui cernent la Médina, le cœur historique de la ville, et à la couleur de ses maisons.
La Médina est dominée par le minaret de la Koutoubia, une mosquée bâtie au XIIe siècle sur les ruines d'un ancien palais. Surmonté par 3 boules dorées qui symbolisent 3 autres grandes mosquées, le minaret est le frère jumeau de la Giralda, la tour minaret de la grande mosquée de Séville. À quelques pas de la Koutoubia, la place Djemma El Fna est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est le rendez-vous incontournable des touristes et des Marrakchis, les habitants de Marrakech, qui peuvent explorer un vaste marché en plein air. Il est bien loin le temps où la place Djemma El Fna, qui signifie la place des trépassés, était un lieu de justice. Les Gnawa, ces musiciens berbères traditionnels, entretiennent la réputation de la place, devenue lieu de spectacle au XVIe siècle. Les guerabas, les porteurs d'eau, viennent d'une époque où l'eau courante n'existait pas. Ils font partie du folklore coloré de la place. Couleur chatoyante encore, le fameux marché aux épices est l'un des souks les plus visités de la Médina. Il attire une clientèle en mal de senteurs et de produits exotiques ou de remèdes à tous les maux. Ici, c'est le Mellah. Le Mellah, c'est de l'ancien quartier juif. C'est un grand marché des épices. On y vend aussi bien des produits cosmétiques que pharmaceutiques. Les huiles de massage contre l'arthrose, les rides ou les entorses côtoient les produits de beauté ou le thé. C'est un spécial mélange qui s'appelle le thé royal. Parce que chez nous, Marrakech, il y a 2 sortes de thé. Il y a le thé à l'amande et le thé berbère. Le souk aux épices s'inscrit dans une série de marchés qui font les beaux jours de la Médina. Celui des fruits et légumes est principalement destiné aux Marrakchis qui ne se perdent jamais dans ce véritable labyrinthe de ruelles. En s'éloignant du centre-ville, on découvre les nombreux quartiers qui ont poussé comme des champignons depuis plusieurs années. Ils font de Marrakech la 3e plus grande ville du pays, après Casablanca et Rabat. Quand la nuit tombe, le ciel prend des couleurs fascinantes. De quoi se préparer pour une soirée spectacle exceptionnelle, dans un lieu unique. Lancées par les nafirs, ces longues trompettes d'origine berbère, les musiques traditionnelles de différentes régions du pays se succèdent pour accueillir les visiteurs. La tension monte dans les travées. Le décor des 1001 nuits s'installe. Place à la danse. Les cavaliers se préparent pour le jeu de la poudre, le clou du spectacle, la fantasia. Une dernière balade en tapis volant, et c'est le salut final. Le revoir tour à tour chaleureux et détonnant des acteurs d'un show haut en couleur. Cela débute au petit matin. Une masse étrange prend forme. Puis, un gros ballon apparaît. C'est une montgolfière qui a besoin de la chaleur du feu pour grossir et arriver à quitter le sol. Les brûleurs sont en action pour chauffer l'air à l'intérieur de la toile. Décollage annoncé.
Altitude 800 mètres, 2400 pieds, vitesse 20 km/h, encore une fois au 240. Pour Daniel Penet, voler au départ de Marrakech n'a que des avantages. Il y a beaucoup d'intérêt à voler au départ de Marrakech, parce qu'on a une météo extrêmement favorable. La météo ici, l'aérologie, permet de voler en moyenne 350 jours par an. Donc on réserve aujourd'hui, on vole demain, c'est très facile. Ensuite, on a une vue magnifique sur les montagnes de l'Atlas, notamment en hiver, qui sont complètement enneigées. Les monts de l'Atlas dominent ici une vaste zone aride, le désert d'Agafay. Depuis la montgolfière, on porte un regard d'oiseau sur les villages et la région proche de Marrakech. En montgolfière, pas de plan de vol. C'est le vent qui décide. On observe la Terre, on la redécouvre comme dans un rêve, où l'on peut même approcher le soleil. Autre forme d'évasion, la découverte de la palmeraie de Marrakech, qui existe depuis le XIe siècle. On y compte pas moins de 100 000 palmiers. Si le palmier dattier est le plus spectaculaire, certaines espèces de ces plantes arborescentes sont moins classiques. Mais peu importe pour les cigognes, qui, à l'approche de l'hiver, font ici une halte sur le chemin de la Mauritanie ou du Sénégal. La palmeraie est un lieu hautement touristique et des hôtels s'y sont implantés depuis longtemps. On peut la découvrir en voiture, mais pourquoi pas utiliser un moyen de locomotion plus local, le dromadaire. Le vaisseau du désert est très souple. Il s'adapte aux conditions climatiques et n'est pas regardant sur l'apparence des passagers. La palmeraie abrite encore quelques villages traditionnels, les douars, où les habitants vivent à l'ancienne, dans un environnement luxuriant. Dans la palmeraie cohabitent le monde traditionnel et le monde moderne, amené par le tourisme. À Marrakech, s'il y a une activité qui allie avec bonheur tourisme et sport, c'est bien le golf. Les parcours s'inscrivent souvent dans de vastes ensembles hôteliers modernes. Les golfeurs viennent du monde entier pour jouer un 9 ou un 18 trous dans des décors où l'art contemporain parfois ajoute encore à la beauté des lieux. Environnement exceptionnel et green impeccable, il n'y a plus qu'à ajuster son swing pour atteindre l'objectif. Direction, la vallée de l'Ourika, pour rejoindre à une vingtaine de kilomètres de Marrakech, un lieu bien caché qui recèle de remarquables trésors, le jardin Anima. Promenade initiatique, expérience émotionnelle, Anima n'est pas un jardin ordinaire. Le concept du jardin est un véritable retour à l'idée du jardin. On n'a pas de clôture ici, un mélange entre ce qui a été fait par des artistes, un mélange de ce qui a été fait par la nature. On a des œuvres de Keith Haring ou de Picasso ici, et naturellement aussi les œuvres du créateur du jardin, André Heller, qui se mélangent avec des oliviers, des cactus, des bougainvilliers et 200 autres types de fleurs, de plantes. Anima, c'est aussi un jardin d'illusions qui donne à penser, même aux statues. Ici, les animaux proviennent d'un univers fantastique et les arbres réinventent la notion même de jardin botanique. La vallée de l'Ourika se poursuit jusqu'au contrefort du Haut Atlas.
Elle tient son nom de la rivière Ourika, qui descend des montagnes et permet à la végétation de prospérer, ainsi qu'à quelques villages de profiter d'une nature préservée. Le long de la vallée a été aménagé un autre lieu étroitement lié à la nature et aux traditions, le jardin bioaromatique. Ici, on part à la découverte de plantes exploitées pour leurs vertus médicinales, pour la cuisine, mais aussi pour le bien-être et la cosmétique. La menthe est ici la plante emblématique. Dans le monde, on recense à peu près 1200 variétés de menthe. C'est la plante la plus utilisée au Maroc. Selon la région, on va avoir des menthes différentes. La menthe la plus connue au Maroc, qui est la plus utilisée, c'est cette menthe-là. On l'appelle la menthe douce, on l'appelle la menthe nana, très utilisée principalement dans le thé. Mais il ne faut pas oublier la menthe verte, la menthe aquatique ou encore la menthe poivrée, aux vertus décongestionnantes. La verveine, au parfum très fort, est parfaite pour se détendre. La détente, c'est l'une des missions du jardin, à travers un atelier qui mêle relaxation des pieds et traitement aux huiles essentielles. Quelques kilomètres plus loin, un autre jardin, le paradis du safran, a lui aussi de quoi séduire l'œil, comme le nez. Le sensoriel, c'est la thématique d'un sentier aménagé par Christine Ferrari, créatrice du jardin qui intéresse encore une fois nos petits petons. Le but du sentier sensoriel, c'est de ressentir ses pieds. On est toujours dans les chaussures et l'idée est justement de ressentir tous ces matériaux naturels pour à la fin avoir premièrement des pieds rafraîchis et de se sentir à peu près 10 ans plus jeune. On passe des sables les plus doux aux bois et pierres les plus rugueux, en passant par les pommes de pin et les rondins. Et si l'on réussit l'épreuve, vient l'heure de la récompense. J'ai le plaisir de me mettre dans le bassin des pétales de fleurs. Puis vient la dégustation de tous les produits à base de safran, surnommés l'or rouge, car c'est une épice rare que l'on obtient à partir de la culture du crocus. Il parfume aussi bien le thé qu'un certain nombre de mets, comme les sauces dans l'art culinaire. La vallée de l'Ourika est une région habitée majoritairement par les Berbères, la plus ancienne ethnie d'Afrique du Nord. Un écomusée leur est consacré dans la petite localité de Tafza. Ils se nomment eux-mêmes Amazigh, les hommes libres, et parlent une langue, le tamazirt, reconnue au Maroc comme langue officielle, au même titre que l'arabe. Les Berbères ont une tradition artisanale très poussée avec, par exemple, la création de tapis sophistiqués remplis de messages. La culture berbère demeure vivace à travers les différents objets du quotidien. Elle touche aussi à la structure même des habitations. Avant, c'était la maison d'un cheikh, un village, un cheikh de village, qu'est-ce qu'on appelle le keid. C'était restauré par les matériaux locaux, qu'est-ce qu'on appelle le torché ou pisé. Ces 4 matériaux, c'est l'argile, la paille, la terre normale et les cailloux. Donc on mélange les 4 matériaux-là pour faire ce sorte de l'enduit, qu'est-ce qu'on appelle le torché ou pisé. Les anciens piquets de tente rappellent que les Berbères ont un passé de peuple nomade. Au départ de Marrakech, il faut traverser une zone très aride où les habitations se font rares pour rejoindre un autre versant du Haut-Atlas. On atteint une vallée luxuriante, vaste zone verte au cœur de la moyenne montagne, irriguée par les eaux de plusieurs oueds qui n'hésitent pas de temps à autre à sortir de leur lit.
Asni, une petite ville paisible, est la dernière vraie agglomération avant de rejoindre la haute montagne. Sur la route, on découvre les paysages de la vallée d'Imlil, parcourue par l'oued du même nom. En suivant la vallée, on atteint le village d'Aremd, rendez-vous privilégié des randonneurs. Quel que soit le moyen de transport, c'est la haute altitude et le parc national de Toubkal qui attirent le visiteur. À 1900 mètres d'altitude, Aremd fait partie du parc. Ces maisons en pisé rappellent qu'il appartient à la communauté berbère. Aremd est le lieu idéal pour préparer son excursion vers le plus haut sommet d'Afrique du Nord, avec ses 4167 mètres d'altitude. Le but, aller taquiner les nuages. À une trentaine de kilomètres au sud de Marrakech, on pénètre dans le désert d'Agafay. C'est un vaste espace couvert de cailloux et de blocs rocheux. Quelques oasis offrent un espace cultivable limité qu'il a fallu utiliser avec méthode. L'irrigation a permis d'élargir quelque peu les zones cultivables. Les dunes de pierre, par leur forme et leur couleur, rappellent les dunes de sable sahariennes. Elles attirent des touristes qui disposent, dans des tentes modernes, de presque tout le confort. Les dromadaires sont toujours de la partie. Et comme désert rime avec mirage, on a l'impression de les voir partout, même sur les poteaux électriques. Moutons et chèvres sont moins habitués aux rigueurs du climat, mais ils ont une grande valeur pour les habitants des quelques villages berbères qui subsistent dans la région. Le désert d'Agafay ne ménage ni les hommes ni les bêtes, mais sa nature est magnifique et marque les esprits. Autre point de repère de la région, le lac de Lalat Akerkoust. Il est le résultat d'un barrage construit sur l'oued Enfis pour l'irrigation et la production électrique. À environ 180 km à l'ouest de Marrakech, Essaouira, anciennement appelée Mogador, est la station balnéaire de la région. Pour la rejoindre, une route express traverse une région où les villages ne sont pas nombreux. Des vents violents balaient sans vergogne les quelques secteurs habités qui ponctuent le parcours jusqu'à Essaouira. Ici, on vit d'un peu d'élevage et de quelques cultures. Parmi celles-ci, il faut retenir l'exploitation de nombreux arbres fruitiers. La fondation d'Essaouira date de 1760. L'objectif, en faire une cité adaptée aux besoins des marchands. Longtemps surnommé Port de Tombouctou, en raison de l'importance du commerce transsaharien qui y transitait, le port d'Essaouira fut longtemps un chantier naval destiné à la construction de navires de guerre, avant de se consacrer exclusivement à la pêche.
Le port est protégé par une scala, un chemin de rempart qui date du XVIIIe siècle et est dominé par un bastion, le Bargel Barmil, de style Vauban. Le bastion nord veille sur une autre scala, la scala de la Casbah ou scala de la mer, forte de dizaines de canons espagnols. Elle date aussi du XVIIIe siècle. Des remparts, on aperçoit quelques petites îles qui servent de réserve à de nombreuses espèces d'oiseaux. Essaouira compte un grand nombre de portes, essentiellement de style chérifien, comme la porte de Marrakech. Elle ponctue les murailles défensives à l'extérieur, comme à l'intérieur de la Médina. La plus fameuse est la porte de l'horloge, surplombée par un édifice bâti en 1926. C'est l'accès principal au quartier historique de la Médina, la Casbah. On rejoint également la vieille ville par une belle esplanade. Elle permet de pénétrer dans un dédale de ruelles plus ou moins étroites qui parcourt notamment l'ancien quartier juif. Au détour des ruelles se cachent de splendides habitations, des riads, aménagées avec soin la plupart du temps pour recevoir des touristes. Essaouira et le commerce, c'est une histoire vieille comme les remparts. Les fruits de toutes sortes voisinent avec les jus frais, pressés à volonté. Si les commerces liés à la cuisine sont légion, nombre de boutiques concernent l'une des activités les plus dynamiques d'Essaouira, l'artisanat. Les tapis, comme les objets en cuir, viennent de toutes les régions du Maroc, alors que la vannerie est une vraie spécialité locale. L'autre grande spécialité d'Essaouira, la marqueterie du bois de Tuya, qui emploie presque les 2/3 des artisans de la ville. Ils fabriquent des meubles d'une grande qualité, souvent richement décorés. Grâce à leur savoir-faire, ils confectionnent toutes sortes d'objets dont certains sortent tout droit de leur imagination. Il y a 3 objets qui sont un peu spéciaux. Il y a le ballon de foot que vous voyez. Il y a aussi la boîte roulante. Et il y a aussi la table qu'on appelle la TGV marocaine, c'est-à-dire la table géométrie variable. À la fois amusante et pratique. Le travail de l'argent est une autre spécialité d'Essaouira. Les artisans fabriquent de nombreux objets et des bijoux qui demandent une préparation minutieuse et une grande expertise. Le résultat est là, avec des pièces souvent remarquables et qui s'inscrivent, pour certaines, dans la tradition religieuse, comme cette main de Fatma, ou dans une tradition plus guerrière. Essaouira ne compte pas moins de 13 mosquées à l'intérieur de la Médina. Néanmoins, elle a toujours été une ville multiculturelle, prête à accueillir commerçants et bâtisseurs étrangers. C'est son ouverture sur l'Atlantique qui a permis à la ville de prospérer. C'est encore vrai de nos jours, par exemple, avec l'accueil de sportifs venus de toute l'Europe. Les plus prudents se contentent du roulis, d'une balade en dromadaire. D'autres préfèrent le petit trot dans les dunes. Certains encore préfèrent les sports mécaniques. Dans la baie, longue de 5 km, les plus téméraires choisissent d'affronter un vent qui souffle presque en continu. Adeptes du kitesurf ou de la planche à voile, ils bénéficient d'un terrain d'action unique,
qui donne envie même aux débutants de s'initier. Pour le kitesurf, qui comporte quelques risques, mieux vaut commencer par prendre des leçons auprès d'un professionnel. C'est ainsi que l'on apprend à trouver la bonne position sur la planche et que l'on peut envisager de passer au décollage, ce qui n'est pas toujours évident. À la sortie de la ville, les collines sont couvertes d'arganiers, arbres endémiques du Maroc, qui accueillent parfois d'étranges volatiles. En fait, ce sont des chèvres. Elles grimpent, parfois aidées par les éleveurs, pour manger les fruits. Puis elles recrachent les noix, ce qui aide à la reproduction des arganiers. Du vrai travail d'agriculteur. Plus sérieux, le travail des coopératives de femmes qui produisent l'huile d'argan, renommée dans le monde entier pour ses vertus culinaires et cosmétiques. Mais quelles sont les étapes de sa fabrication? Pour faire 1 litre de l'huile d'argan, il faut 6 étapes. La première étape, c'est la dépulpage. Il s'agit d'ôter la pulpe du fruit qui entoure la noix. Après, il y a le concassage. Qui se pratique en tapant une pierre sur la noix. Pour faire de l'huile alimentaire, les amandons récupérés sont grillés, alors qu'ils ne le sont pas pour l'huile cosmétique. Après, il y a l'écrasement des amandons. Ce qui donne une pâte plus ou moins foncée selon que les amandes ont été grillées ou pas. Il y a la dernière étape qui s'appelle le malaxage. À ce travail manuel se substitue de plus en plus la machine qui permet d'accélérer la production et de fournir un produit plus pur. Il suffit ensuite de filtrer pour obtenir la fameuse huile. Il faut 40 kg de fruits pour obtenir 1 litre d'huile d'argan qui s'utilise soit en produit de beauté sous une forme ou une autre, soit comme produit alimentaire. Une spécialité, l'amlou, une pâte à tartiner mélangeant miel, amandes et huile d'argan. Comme souvent à Essaouira, tout se termine en musique et en chanson. Au chant traditionnel berbère répond la musique gnawa modernisée des orchestres à la mode. La preuve qu'Essaouira sait parfaitement utiliser l'héritage du passé pour imaginer son avenir. À l'est de Marrakech, de l'autre côté de la chaîne de l'Atlas, Ouarzazate est un carrefour commercial et culturel entre le nord et le sud du continent. Pour rejoindre Ouarzazate, il faut emprunter la route qui traverse le Haut Atlas, d'ouest en est. On doit d'abord parcourir une longue bande de terre plus ou moins fertile pour aborder les premiers contreforts de la montagne. Ensuite, c'est la découverte de paysages grandioses et de villages perdus au milieu du massif le plus élevé d'Afrique du Nord. Constitué essentiellement de calcaire, souvent de couleur rouge, le Haut Atlas central est fait de plateaux successifs, autant de zones presque planes qui ont permis l'établissement de douars, des petits villages berbères. En franchissant les sommets du Haut Atlas, on traverse des paysages à couper le souffle. Et l'on passe du Maroc atlantique
au Maroc saharien. Ici, on est déjà à 2500 mètres d'altitude et la végétation est de plus en plus dépouillée, le relief de plus en plus tourmenté. On se dirige vers le pic le plus élevé, le Djebel Mgoun, qui dépasse les 4000 mètres. Le soir venu, il n'y a plus que le vent et l'appel du muezzin pour animer le cœur de la montagne. Avant d'atteindre Ouarzazate, il faut traverser une vaste zone désertique qui annonce les premiers sables du Sahara. Là encore, le panorama est somptueux. Les habitations se font rares et sont souvent abandonnées par des habitants en mal de vie urbaine. Dans la vallée de l'Ounila, le ciel fait le spectacle. Mais il a un concurrent de choix qui a eu droit, lui, à une inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO, Eit Ben Haddou. Que cache ce site exceptionnel? C'est un ksar. Un ksar est un village fortifié, un ensemble de maisons et une habitation seigneuriale. Un ensemble construit au XIIIe siècle. Véritable petit château aux tours décorées, ces maisons de terre sont typiques de l'habitat traditionnel pré-saharien. Tout en haut, c'est un agadir en berbère. Ça veut dire en français grenier collectif. Chaque famille met 10% de sa récolte dans ce grenier collectif. Ce sont essentiellement des céréales que les derniers habitants d'Eit Ben Haddou font pousser dans l'oasis alimentée par un oued. Ouarzazate a une longue histoire qui remonte à la nuit des temps. Mais elle est surtout connue aujourd'hui comme la cité du cinéma, car on y tourne de nombreuses productions cinématographiques. Chef-lieu de la province du même nom, Ouarzazate s'est doté d'immeubles modernes et de nombreux bâtiments officiels, tous d'une couleur ocre, la couleur du désert tout proche. Mirage ou réalité? Ici, on peut franchir allègrement les frontières les plus lointaines. Les dieux égyptiens ont peut-être l'explication. En fait, c'est la magie du cinéma et l'envers du décor nous ramène dans le monde réel. Si Ouarzazate plaît tant au 7e art, c'est grâce à ses studios immenses, mais pas seulement. C'est aussi l'histoire, la culture et la diversité des paysages de la région, les ressources humaines qualifiées. Et aussi, Ouarzazate est doté d'une diversité ethnique qui nous donne un large choix de figuration. La qualité des décors de toutes les époques séduit les producteurs internationaux. Certaines pièces de décors ont été rassemblées au musée du cinéma, qui servit longtemps de lieu de tournage. Le musée de cinéma, c'était au début des studios pour une série biblique italienne. Et après, c'est devenu un musée. On peut trouver plusieurs décors qui ont été fabriqués à l'époque pour les besoins du film. Laurence d'Arabie, Gladiator ou Aladdin sont quelques-uns des grands films tournés dans les studios de Ouarzazate. Mais il y a un autre décor de rêve à Ouarzazate, bien réel celui-là, la Kasbah de Taourirt. Un Kasbah, on fait avec de l'argile, ce qu'on appelle le pisa ou le torché, c'est de la terre battue. Un Kasbah, ça veut dire un château fort, construit au XVIIe siècle. Donc il y a 46 maisons. Il y a l'architecture berbère et il y a la deuxième architecture, ce qu'on appelle hispano-maurès. Achetée par la municipalité de Ouarzazate, la Kasbah a été en partie restaurée en 1996 pour accueillir les visiteurs. Elle domine toute la ville car elle est installée sur une colline qui lui a donné son nom. Couvert de symboles, souvent religieux, le joyau de Ouarzazate n'a pas fini de séduire. À la sortie de la ville, direction le sud et les prémices du grand désert saharien. Un mélange de cailloux et de rochers qui laisse peu de place à une faune presque incongrue et à quelques plantations.
La vie provient d'un point d'eau créé par un petit barrage, rendez-vous des cigognes. L'eau est aussi à l'origine d'un lieu privilégié au cœur de cette région aride, l'oasis de Fint. Des familles de caravaniers venus du Mali se sont installées ici il y a plusieurs dizaines d'années. Rachid Arlan habite l'oasis. Une oasis, c'est un coin de verdure qui est perdu en plein milieu du désert et alimenté avec des sources. L'eau est dirigée vers les lopins de terre pour cultiver aussi bien des céréales comme le maïs que nombre de légumes tels le potiron. Côté arbres fruitiers, le grenadier ou l'incontournable palmier dattier sont les plus courants. Source de vie, l'eau permet aux nomades de se sédentariser. Il y a 4 villages ici dans l'oasis. Ça représente à peu près 1200 personnes et ils vivent tous de cette production de l'agriculture. Direction Skoura, à travers un territoire où la nature révèle ses talents artistiques. Avec ses 30 000 habitants, Skoura est renommée dans la région pour son marché très animé. Au départ, c'est un peu le bazar et chacun tente de s'installer où il peut. Certains animaux, et principalement les ânes, sont des assistants indispensables pour les marchands. Ils méritent donc d'être bien soignés. Un petit marché aux bestiaux est cerné par les étals de fruits et légumes. Les olives sont toujours en bonne place. Elles sont très utilisées dans la cuisine marocaine. Les surprises viennent plutôt des antiquités. On a une boîte pendant la nuit pour mettre les bijoux pour les femmes. Et ça, c'est pendant le jour pour mettre, c'est un bracelet. Cela s'appelle une boîte magique. La ville de Skoura s'inscrit dans une immense oasis de 25 km² qui comporte des dizaines de milliers de palmiers. La Kasbah d'Amridil est l'une des plus remarquables de la région. Elle appartient à une seule famille, les Nassiri. Cette Kasbah a 300 ans, 3 siècles d'âge. Elle a été construite au XVIIe siècle. Ce qui abîme la Kasbah sont principalement l'eau des pluies et le vent qui ne se va pas. Et cette Kasbah a été restaurée pas mal de fois et toujours par les mêmes matériaux locaux, la terre et la paille. Véritable trésor architectural, la Kasbah Amridil a su préserver l'atmosphère d'antan avec nombre d'objets utilisés par les maîtres des lieux et leurs domestiques. La forteresse a longtemps abrité une école coranique, une madrasa. Les élèves étaient nourris et logés sur place. Les poteries rappellent que la région compte beaucoup d'artisans dans cette spécialité. Rencontre avec l'un d'entre eux, installé près de Skoura. Mohamed Al-Fakar commence par battre la terre pour en tirer une poudre à tamiser qui va servir de matière de base à la poterie. Il creuse une cavité, ajoute de l'eau et bientôt la matière première sera prête. Le pied actionne le tour, les mains façonnent la terre et lui donnent la forme désirée. Comme j'ai fini le tour, je laisse un jour à l'ombre qu'il va sécher doucement. Après, je sors en soleil 3 jours. Et après, ça le four pour la cuisson, une fois par semaine. Que le dimanche, après, le lundi, je ramène les pièces au marché.
Principalement destinés à la cuisine, les objets se retrouvent aussi en vente dans les boutiques de souvenirs et le long des routes. Autre bourgade, autre spécialité, la rose. Khelet Emenguna s'est spécialisé dans les produits liés à la rose. Ici, les murs des maisons sont souvent roses. Et certains véhicules, comme les taxis, jouent également le jeu. Il existe même une maison de la rose à parfum. Ici, on peut découvrir les secrets de la distillation des pétales de rose, à l'ancienne ou de façon plus moderne. Les produits à base de rose, qui sont légion, sont distribués dans tout le Maroc et même à l'étranger. Direction le Grand Ouest pour atteindre une région semée de villages fortifiés et de ksurs plus ou moins bien conservés. Le but, une cité spectaculaire, Bouman d'Hadès. Bouman, forte de ses 40 000 habitants, domine l'oued d'Hadès à 1500 mètres d'altitude. C'est le point de départ idéal pour découvrir la fameuse vallée du Dadès. On pénètre dans un monde rouge et ocre absolument splendide, où les ksurs se dissimulent au milieu des cultures, souvent installées sur des pitons rocheux. Le Dadès est la colonne vertébrale de la vallée. La rivière alimente en eau des cultures qui se font même en terrasse pour ne pas perdre un seul mètre carré de terre fertile. Les habitants sont rares dans cette région montagneuse où les roches prennent parfois des formes étonnantes. Exemple, les doigts de singe des falaises de Tamlalt. Bientôt, la vallée se rétrécit et le Dadès serpente dans un canyon de roches. On y trouve quelques habitations rupestres. La route poursuit sa montée pour atteindre les 2000 mètres. Quelques rares demeures bénéficient d'un point de vue absolument unique. C'est le bout du voyage. Les gorges du Dadès sont toutes proches. Creusé par l'eau de la rivière au fil du temps, cet étroit corridor minéral fait partie de l'histoire de la région, une des plus riches et des plus spectaculaires du pays. Une région où la lumière joue avec les formes et les émotions. Au départ de Marrakech, un voyage entre mer et montagne offre toutes sortes de découvertes et de sensations. Avec la fête et la musique, pour dire au revoir.